étant donné que la Chambre propose qu'après la semaine du 11, donc le dernier témoin, nous entendrions 184, le témoin 184. Vous avez mentionné, me semble-t-il, du 11 au 15, la semaine du 11 au 15 septembre. Vous avez fait référence au témoin numéro 184. Le juge président. Alors, je n'ai pas tout cela sous les yeux pour l'instant. Le témoin 184 comparaîtra dans la semaine du 6 au 10 novembre. Monsieur MacDonald, très bien. Nous reviendrons sur cette question après la pause parce que vous nous avez dit qu'il s'agirait de la semaine du 11 au 14 septembre, si je ne m'abuse. Le juge président, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, nous allons communiquer ce nouveau programme aux parties et vous pourrez ainsi voir plus exactement. Enfin, dans la semaine du 11 au 15 septembre, selon ce document que j'ai sous les yeux, nous aurons 5, 8, 5, 3, 6, 4, 3, 6, 3 et 2, 9, 7. Monsieur MacDonald, oui, cela me semble être exact. Je souhaite juste préciser les choses. Le juge président est 1, 8, 4 dans la semaine du 6 au 10. Monsieur MacDonald, oui. Comme nous l'avons recommandé dans notre écriture, et je souhaite attirer l'attention de mes collègues de la Défense sur l'écriture 996 confidentielle. Très bien, Monsieur le Président. Cela nous convient tout à fait. Il y a peut-être eu un problème dans les chiffres cités. Le juge président, c'est possible. Monsieur MacDonald, très bien. Bon, la chose est résolue. Eu égard maintenant à la requête de la défense, qui souhaite déposer des observations ou des arguments sur notre document vidéo soumis directement, ils ont demandé la date du 5 février comme date limite. Il me semble que vous avez de votre côté fixé une date limite du 29 septembre pour le programme suivant. Alors je sais que la Chambre suit tout cela de très près, mais il y a un certain nombre de choses à prendre en considération à cet égard. Avant de pouvoir, avant de passer à la présentation des moyens de la défense, une décision doit être rendue eu égard à cette requête. Je mentionne cela car nous avons 3 juges qui siègent au sein de cette Chambre. Par conséquent, il va falloir en tenir compte. Avant de pouvoir boucler la présentation de nos moyens, présentation officielle, nous devons obtenir plus de certitude quant à notre requête, y compris les motifs ou les raisons ou les défis auxquels la défense peut être confrontée. Avant de boucler notre présentation, nous devons en être informés. Par conséquent, il faut incorporer cela au programme. Nous devons tenir compte des intentions de la défense. Monsieur le Président, nous vous demandons l'autorisation de pouvoir déposer d'ici le 29 certaines requêtes portant sur le programme. Monsieur le Président, et je suis persuadé que la Chambre a déjà envisagé cela. Il s'agit de la communication des éléments de preuve de la défense, la liste des témoins, la durée également, les délais de communication, etc., etc., afin que le bureau du procureur puisse se préparer et puisse communiquer des réponses aux éléments de preuve qui nous seront soumis par la défense. Voilà, je souhaitais saisir cette opportunité pour informer la Chambre de notre réflexion et nous souhaiterions déposer tout cela d'ici le 29 si cela vous convient. Voilà tout ce que nous pouvons dire à ce stade, Monsieur le Président. Merci. Le juge président, merci beaucoup. Bien entendu, vous avez
vous avez tout le loisir de déposer ce que vous voulez à n'importe quel moment. Et nous trancherons de notre côté. Bien, nous en arrivons maintenant à la déposition. Maître Altit, vous souhaitez intervenir? Allez-y. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, juste un mot sur ce point, parce que c'est évidemment important et intéressant de savoir comment nous pouvons tous nous organiser. Peut-être un petit point de clarification, si j'ai bien compris, et je parle sous votre contrôle, les écritures du 29 septembre seront des écritures qui aideront votre Chambre à mieux comprendre là où nous allons, mais en aucun cas ce seront des approximations, un nombre approximatif de témoins, une durée approximative de présentation du cas, etc. Donc ce n'est pas, si j'ai bien compris, une date, une deadline absolue. Donc il y aura toujours moyen ensuite pour s'adapter. Ce sera vrai de l'accusation qui aura encore du temps dans la présentation de son cas, et ça sera encore plus vrai pour la défense qui pourra toujours revenir pour vous dire on a un peu plus de témoins ou un peu moins de témoins que prévu, on aura besoin d'un peu plus de temps ou pas, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc en aucune manière, cette deadline du 29 septembre, si j'ai bien compris, ne peut avoir d'impact sur la question de la bar table. Maintenant, la question de la bar table, elle est très simple. 231 vidéos, c'est-à-dire 150 heures de visionnage, plus minimum 150 heures d'analyse, 300 heures. Alors on les trouve où les 300 heures, sachant qu'on a 28 témoins, sauf erreur, à entendre jusqu'en décembre. Nous ne pourrons pas nous dupliquer. Nous avons, nous, la défense, des moyens modestes. Et ces 300 heures ne peuvent être prises qu'une fois que nous avons interrogé et que nous avons interrogé les témoins qui viendront appelés par l'accusation, et une fois que nous aurons effectuer toutes les autres tâches, répondre à des motions, déposer nos propres motions, etc., etc. Voilà pourquoi il avait été demandé à votre Chambre un temps supplémentaire après la fin de la présentation du cas du procureur. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est tout simple, c'est pas plus bête que ça. Alors, bien sûr, la date du 5 février était une date indicative, et nous pouvons, si besoin et si votre Chambre l'estime nécessaire, réduire ce temps. Mais du temps, nous en aurons besoin après la présentation du cas du procureur, parce qu'on ne peut pas, tout simplement, on ne peut pas, pendant la présentation de sa preuve, disposer de 300 heures supplémentaires. 300 heures supplémentaires. Donc, c'est un point important. Je comprends que le procureur puisse se poser la question de savoir ce que c'est 231 vidéos, plus les vidéos qui n'étaient pas sur sa liste de preuves et qu'il essaie d'introduire sur sa liste de preuves, ce qu'elles deviennent pendant ce temps-là. Mais enfin, rien ne l'empêche d'utiliser ces vidéos en passant par des témoins. C'est aussi la question de la manière de procéder. Donc il y a toujours moyen de s'organiser. C'était ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, parce que c'est important que votre Chambre prenne conscience du travail, du montant considérable de travail auquel nous faisons face. Et nous nous adaptons le mieux possible, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Le juge président. Alors, le 29 septembre n'est pas une date butoir extrêmement stricte à laquelle les parties devront dire ce qui se passe exactement. Donc cela vise à donner une indication à la Chambre afin que nous ayons un ordre d'idée de la manière dont nous allons pouvoir nous organiser dans les grandes lignes. Donc la date butoir pour les représentants légaux est indiquée quant à elle dans les lignes directrices, paragraphe 21 pour être plus précis, où il est dit un mois avant la fin de la présentation des moyens de preuve de l'accusation, et bien entendu la date butoir pour la défense est plus tard, est ultérieure à cette date. Donc cela sera sans doute à la fin de la présentation des moyens d'ici la dernière audience avant les vacances d'hiver. Mais d'ici le 29, nous aimerions avoir un ordre d'idée, une indication générale
de la direction que prennent les choses. Voilà, je souhaitais juste préciser ce point. Monsieur Knops, allez-y, Monsieur Knops, Maître Knops, je souhaite souligner deux éléments en ce qui concerne la date du 5 février. Pour rebondir sur les observations de Maître Altit, il y a donc 300 heures de vidéos et d'analyse de vidéos présentées par l'accusation. Cela contient également 1798 pages de commentaires qui doivent être inclus dans l'évaluation de la Cour et finalement l'accusation a reçu une extension des délais à deux reprises et il y a eu plus de 5 mois pour soumettre ses arguments. À la lueur de cette extension de 5 mois, il ne me semble pas déraisonnable d'obtenir un délai supplémentaire jusqu'au 5 février. Merci. Le juge président, très bien. Nous en arrivons maintenant aux témoins de cette semaine, aux deux témoins de cette semaine. Monsieur MacDonald, au fin du programme et en vue d'aider la Chambre, j'ai omis de mentionner que nous envisageons d'interroger le témoin suivant dans un délai de 3 heures. Le juge président, très bien. Donc nous avons deux témoins, 4 journées d'audience et si besoin est, nous pourrons avoir un programme des heures rallongées parce que nous devons finir d'ici jeudi soir. Nous devons donc finir les dépositions des deux témoins d'ici jeudi soir. Voilà. Donc afin de ne pas perdre de temps, je vais demander à l'huissière d'audience de bien vouloir faire entrer le témoin qui est représenté par Maître Wagemakers au titre de la règle 74. Bonjour, Monsieur Wagemakers. Bonjour, monsieur le témoin. Je tiens à vous demander un certain nombre de choses. Tout d'abord, veuillez décliner votre identité avant que nous passions à l'interrogatoire. Donc, je vais vous demander de donner votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Veuillez me regarder, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Très bien. Je suis né le 17 mai 1975. Yes. Le juge président. Très bien. Monsieur le témoin, les interprètes me demandent de vous informer que vous devez parler plus fort et vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Monsieur Wagemakers, pourriez-vous, s'il vous plaît, rapprocher le micro du témoin? Monsieur le témoin, où êtes-vous né? Je suis né en Côte d'Ivoire, à Djamé, à Abidjan. So you are a Le juge président, vous êtes donc ressortissant de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? What is your current... Le juge président, quelle est votre profession actuelle, monsieur le témoin? Sécurité. Mais avant de venir,
j'ai préféré donner ma démission. Parce que dans la société où je travaille, on ne peut pas faire plus de 3 jours ailleurs. Or, pourtant, je venais ici pour quelques jours. Donc, j'ai préféré donner ma démission pour venir ici. And what Juge président. Et au moment de la crise, disons entre octobre 2010 et avril 2011, quelle était votre profession? Je ne travaillais pas, mais j'étais sur un chantier où je faisais travail d'aide maçon. Thank you. Président. Merci, monsieur le témoin. Je vais maintenant vous donner quelques conseils avant de passer à l'interrogatoire par les différentes parties. Tout d'abord, en ce qui concerne la possibilité que vous puissiez vous incriminer vous-même, vous êtes assisté à vos côtés par un conseil de la Cour qui va vous fournir des conseils juridiques sur la possibilité de vous incriminer par vos déclarations. Maître Wagemakers est donc assis à côté de vous. Si vous avez une préoccupation quelconque pendant le déroulement de votre déposition, ce conseil pourra vous aider à présenter ces soucis à la Cour, à la Chambre. La Chambre elle-même vous assure, conformément à la règle 74.3 concernant le règlement de procédure et de preuve, donc vous assure du fait que votre déposition, tout ce que vous allez dire au prétoire, ne pourra pas être utilisé contre vous, que ce soit directement ou indirectement, à l'occasion de procédures ultérieures devant la Cour. Mais il y a les articles 70 et 71 qui concernent toute violation contre la Cour, et ceci en fait a trait à la déclaration de la vérité. Et par conséquent, toute question qui pourrait entraîner une auto-incrimination, eh bien, sera entendue par la Cour à huis clos et restera donc entièrement confidentielle. Les parties qui vont vous interroger ont de leur part la possibilité de demander que quelque chose soit dit en séance privée lorsqu'ils doivent vous poser des questions qui risqueraient justement de vous incriminer ou de se retourner contre vous. Par ailleurs, le conseil donc qui vous accompagne peut intervenir lorsqu'il estime que cela est nécessaire. Alors, si vous voyez bien, je suis en train de parler lentement et je le fais parce que nous ne parlons pas la même langue. Vous parlez français, moi je parle anglais. Et il en sera de même plus tard lorsque les parties vont vous interroger. Nous devons nous assurer que nous nous comprenons bien les uns les autres. Et pour cela, nous devons nous faire assister d'interprètes. Nous devons également prendre par écrit les questions qui vous sont posées et les réponses que vous apportez afin que tout cela soit bien relevé. Et c'est également important que les sténotypistes de la Cour puissent le faire. Et c'est pour cette raison que nous parlons lentement. Alors, si quelquefois je vous fais ce petit signe, cela veut dire que vous devez ralentir dans votre réponse. D'accord? Le témoin, oui. Le juge président.
Nous allons maintenant donc passer à votre déposition. Vous avez très certainement été informé que cette Chambre cherche à faire apparaître la vérité dans l'affaire contre M. Gbagbo et Blé Goudé, et vous avez été appelé pour aider la Cour à ce qu'il y ait une manifestation de la vérité. Le bureau du procureur va vous interroger et les équipes de défense de M. Gbagbo et Blé Goudé vont également vous poser vos questions et vous avez l'obligation de nous aider à faire apparaître, à manifester la vérité. Et c'est pour cela que vous devez prendre un engagement solennel et par conséquent, je vais vous demander de lire à haute voix la formule qui vous est présentée actuellement. Que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you. I have to inform you also. Juge président, je dois également vous informer de la chose suivante. Tout faux témoignage est un outrage à la Cour qui peut donner lieu à une sentence, des punissables. Est-ce que vous comprenez bien cela? Juge président, j'ai oublié de vous demander autre chose. Pourriez-vous nous dire de quelle appartenance religieuse et ethnique vous avez? Je suis gourou, je suis chrétien, évangélique. Okay, thank you very much. Juge président, merci beaucoup. Alors je pense que maintenant nous sommes prêts à entamer l'interrogatoire. Et si vous êtes prêts également, eh bien, je vais donner la parole au bureau du procureur. Monsieur Garcia. Mr. President, Your Honors, Maître Garcia, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs le juge. J'ai quelques éléments avant d'interroger le témoin. L'accusation a connaissance de la décision de la Chambre, décision 498 qui remonte au 4 mai 2016. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas cette décision à l'esprit tout de suite, mais il s'agit donc d'une décision concernant l'interrogation et il y a des questions que je vais poser à ce témoin et je vais poser des questions par rapport à la période relative à la crise post-électorale. Je ne veux pas passer trop de temps sur cette période, mais la plus grande partie de son témoignage concernera cette crise post-électorale et je voulais le préciser à la Chambre. Oui, juge président, oui, je sais effectivement qu'il y a eu cette décision, que vous l'avez bien rappelé, et j'allais justement vous recommander de ne poser des questions sur cette période uniquement dans la mesure où c'était vraiment utile concernant cette période, et limiter cela autant que possible. Maître Garcia, merci. Monsieur le Président. Alors, on s'est rencontrés brièvement la semaine dernière et je m'appelle Lucio Garcia. Je vais vous poser des questions pour l'accusation aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas répéter ce que le président vous a dit, mais la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est si à n'importe quel moment, lors de mes questions, vous ne comprenez pas une de mes questions, n'hésitez surtout pas à nous le dire afin que je puisse répéter la question ou la reformuler. Okay. Autre chose, parce que c'est quand même quelque chose d'important, lorsque je vais poser une question, attendez quelques secondes avant de répondre afin qu'on puisse faire la transcription et l'interprétation également. Comprenez? Alors vous attendez quelques instants et là vous répondez. Ok, c'est compris.
Alors, monsieur le témoin, première question, est-ce que vous êtes déjà allé à Guiglo? Oui, je suis déjà allé à Guiglo. Pourriez-vous nous dire les circonstances dans lesquelles vous ont amené à aller à Guiglo la première fois? Je suis allé à Guiglo le 21 mars 2003. Et la circonstance, c'est que la Côte d'Ivoire était en guerre. La Côte d'Ivoire s'est fait attaquer. Donc j'ai un ami qui s'appelle Antoine, qui m'a dit qu'il y a un recrutement qui s'est fait pour qu'on puisse aller à Guiglo. Alors, vous avez parlé d'un ami qui habitait où? Qui habitait à Yopougon, au Yaousseï, avec moi, dans le même quartier. Voilà. Donc c'est lui qui m'a informé. Alors, vous avez été informé. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Par la suite, nous sommes allés ensemble chez un jeune qui s'appelle JC. Voilà. Voilà. Et c'est par JC que nous nous sommes rendus. C'est avec JC que nous nous sommes rendus à Guiglo. Brièvement, si vous êtes en mesure de nous dire quelle a été la discussion que vous avez eue avec Jessie? On est arrivé, on a demandé à JC, et oui, effectivement, on doit aller à Guiglo. Voilà. Parce que c'est la guerre. Et donc, les cadres de Guiglo nous envoient pour défendre leur famille. Voilà. Et on est parti. Vous avez parlé de cadres. Qui sont ces cadres? Pour nous expliquer un peu plus davantage. Quand je lui ai demandé qui sont ces cadres, il m'a dit qu'il y a... comment il s'appelle? Il m'a dit qu'il y a Hubert Oulaï, il y a... Il m'a donné d'autres noms dont je ne me souviens plus. Est-ce que le nom d'Alphonse Douati vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, vous nous avez parlé de Oulay Hubert. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage sur cette personne? Qui est cette personne? Oulaï, personnellement, moi, je ne le connais pas. Parce que si j'entends parler de lui, mais je ne le connais pas. Parce que c'est un cadre de l'Ouest. Voilà. Est-ce que vous avez su à l'époque ou jusqu'à aujourd'hui si cette personne était alliée ou liée à un parti politique? C'est après que j'ai su qu'il est du FPI. Comment vous l'avez su par la suite? Oui, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé aussi aux gens. Voilà. Êtes-vous en mesure de nous dire quelle fonction particulière il avait? Je ne sais pas quelle fonction particulière il avait.
Également, vous avez confirmé le nom d'Alphonse Douati. Oui. Prenez le temps avant de répondre. Mais je vous pose la même question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez su à l'époque ou par la suite si cette personne était liée à un parti politique en particulier? Oui, c'est après que je suis qu'il était lié au FPI. Savez-vous s'il occupait une fonction quelconque au sein de la FPI? Je crois qu'il était conseiller. Conseiller pour quelqu'un, pourquoi au juste? Conseiller. Franchement, je ne sais pas conseiller pour qui, conseiller moi. Quand j'ai demandé à mes amis, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils étaient conseillers. Conseiller pourquoi, conseiller pour qui, ça, je ne sais pas, franchement. Alors, Monsieur le témoin, je vous ramène au point où vous avez rencontré Jessie. Vous étiez combien de personnes? On était 27. On était 27 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait par la suite, vous et les 26 autres personnes? On s'est rendu sur Guiglou. Ouais. Juste, j'avais payé notre transport. Puis on est allé à Guiglou. Est-ce qu'on vous a remis de l'argent? Oui, juste nous a remis 10 000, puis 5 000 pour notre transport. Alors, Monsieur le témoin, vous avez mentionné les cadres de l'Ouest. Est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que vous savez exactement pourquoi on demandait à avoir des gens pour aller dans l'Ouest à Guiglou? Parce qu'il y avait la guerre. Parce qu'il y avait la guerre à l'Ouest. Les populations avaient commencé à se faire tuer. Donc, nous avons accepté de partir. Est-ce que vous avez su, à n'importe quel moment, que ce soit à cette époque ou par la suite, qui faisait ce recrutement pour aller à Guiglou? JC nous a dit, c'est les cadres qui nous envoient pour défendre la population, la famille. Merci, Monsieur le témoin, pour cette précision. Lorsque vous êtes arrivé à Guiglou, expliquez-nous où est-ce que vous vous rendez. De la gare, quand nous sommes arrivés, juste nous a envoyé chez un député de Guiglou,
ce nous a dit le député. Voilà. On est arrivé là. Alors, vous dites que vous êtes allé dans un premier temps chez un député. Est-ce que vous vous rappelez, c'est un député pour quel parti politique? Ce député devait être du FPI. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Non. Et juste pour que ce soit clair au dossier, quand vous êtes allé là-bas, vous êtes allé rencontrer Jessie, si je comprends bien, vous êtes rendu à Guiglo. Est-ce que vous saviez exactement où vous alliez ou avec quel groupe vous alliez intégrer? Nous allions à l'ouest parce qu'il y avait la guerre. Donc, moi, je me dis quoi? Si nous sommes 27 à partir, c'est qu'il y a encore d'autres amis là-bas qui nous attendent. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. Un groupe à intégrer ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je me suis dit qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui peuvent aussi nous attendre là-bas. La manière dont on est parti à 27, là, il y a d'autres aussi qui sont partis déjà. Peut-être qu'on allait former un groupe. Voilà. C'est comme ça que je suis parti. Et d'après ce qu'on vous a dit, est-ce que c'était un groupe, est-ce que vous alliez joindre l'armée ou c'était un groupe indépendant, un groupe d'autodéfense? C'était quoi au juste? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Le juge président. Maître Bougnon, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. La parole. Monsieur le Président, je fais une objection parce qu'à ce niveau, la réponse du témoin est assez claire. Il s'est expliqué du combat à rejoindre un groupe, il n'a pas parlé de groupe d'autodéfense et il n'a pas nommé un groupe, il a donné une explication assez précise. Et on ne peut pas mettre des réponses dans la bouche du témoin en faisant des interprétations. Well, OTP is not putting words in his mouth. They try to find out. Le juge président, le bureau du procureur n'essaye pas de lui faire dire des choses en particulier. Ce qu'ils essayent, c'est de savoir sur quel fondement le témoin a dit quelque chose auparavant. Et donc, cela veut dire qu'il veut certainement dire quelque chose. Alors, monsieur le témoin, vous êtes ici sous serment. Vous devez nous dire la vérité. Si vous ne vous souvenez pas, il vous suffit de dire « je ne m'en souviens pas ». D'accord ? Alors, monsieur le témoin, simplement pour qu'on puisse bien comprendre et par la suite, on va continuer votre récit. Mais la question que je vous pose et ce que j'aimerais savoir, c'est, d'après votre conversation avec Jessie à ce moment-là, vous, est-ce que vous avez eu de l'information quant à savoir où vous alliez, quel groupe vous alliez intégrer, ou si vous alliez effectivement vous intégrer à un groupe? Et si oui, lequel? Est-ce que c'était l'armée, un autre groupe? C'est quoi au juste? On devait intégrer un groupe. Mais je ne connaissais pas le nom du groupe au départ. Voilà. C'est quand on est arrivé là-bas, voilà, que je suis le groupe auquel j'intègre. Quel était ce groupe, monsieur le témoin? C'était le FLGO. Et qui était le commandant, le leader de ce groupe? C'était M. Mao Glofier Denis. Et juste une dernière précision par rapport à toute cette question de votre conversation avec Jessie.
est-ce que vous aviez des attentes? Alors, je comprends qu'on vous demande d'aller dans l'Ouest, à Guiglo, pour défendre. Mais vous, est-ce que vous aviez des attentes? Est-ce que vous vouliez quelque chose en contrepartie? Comment ça a fonctionné? Moi, normalement, personnellement, je n'avais pas d'attente. Mon souci, mon problème, c'est que mon pays avait été attaqué. Voilà. Même si on me disait même, lève-toi, vas-y, j'allais partir. Voilà. C'est pour ça même que je suis parti. Voilà, je suis parti pour me battre contre ceux qui ont affaire à mon pays. C'est pour ça que je suis parti. Alors, je vous pose la question de façon précise. Est-ce que vous vouliez être intégré dans l'armée? Pensez à la question. Juste à parler d'intégration. Juste, il ne travaille pas, il ne fait rien. Lui, il a dit pour lui. Il a dit, ah, si vous allez, si ça va, on vous met dans l'armée. Mais juste, il a parlé, mais juste, il n'est pas général, il n'est rien. Moi, ce que moi j'avais dans mon idée, ce que je voulais, c'était me lever, aller me battre contre ceux qui ont affaire à mon pays. Je n'attendais rien, quoi, franchement. Voilà. À cette époque, est-ce que vous aviez un emploi? Oui, on avait créé une structure de sécurité dans le grand marché de la Sikoji. C'était de l'informel, mais ce que sûr, on arrivait à payer nos loyers, on arrivait à s'occuper de nos familles. Voilà, jusqu'à ce que la guerre vienne pour que tout se mélange. Alors, on retourne dans les faits. Vous dites que vous êtes allé chez un député. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bon, on est arrivé chez le député, il nous a donné de l'eau. Mao est venu, il nous a pris et on est allé chez lui. Alors, si je comprends bien, tout ça se passe à Guiglo. C'est exact? Exact. Alors, vous dites que vous êtes allé chez lui. Expliquez-nous ça. Est-ce qu'il y avait un endroit ou un camp ou un endroit où on logeait les gens qui étaient arrivés? Alors, on est allé au domicile de Mao. Il nous a fait asseoir sous un grand tapatam. C'est là qu'on est resté. Et c'est là qu'on a passé la nuit. Et là, par la suite, qu'est-ce que vous avez fait? Par la suite, je ne comprends pas. Je vais me reprendre sur cette question. Quand vous êtes allé chez Mao, vous étiez combien, approximativement? On était 27. Et là, est-ce que vous êtes resté chez Mao ou est-ce que vous êtes déplacé ailleurs, à Guiglo? Oui. Au nombre de 9, parce que après d'autres sont revenus sur Abidjan. Donc on est resté 9. Voilà, au nombre de 9. On est allé au palais de justice, au poste de commandement de Guiglo. Là. Il y a un palais de justice en face. Là. Voilà. C'est là où on est parti. Alors, vous avez dit que vous êtes devenu 9 à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est arrivé? Il y a certains qui étaient un peu effrayés. Voilà. Donc ils ont préféré retourner sur Abidjan. Vous avez parlé d'un poste de commandement.
Un instant. Je veux juste revenir sur votre réponse, Monsieur le témoin. Vous avez dit qu'il y en avait certains qui étaient un peu effrayés. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Ouais, mais au début, il y a le dévouement. Mais on peut arriver sur le terrain et puis les idées vont changer. Peut-être que c'est ce qui a fait que d'autres sont retournés. Ceux qui sont retournés, ils étaient de quelle ethnie? Bon, ils étaient de multiples ethnies. Hein. Ce qui est sûr, ils étaient de multiples ethnies. Mais il y avait aussi des Yacouba parmi eux. Mais, comment j'appelle ça? Les éléments du MPIGO, voilà, ceux qui étaient venus dans l'Ouest pour attaquer les populations, étaient en majorité des Yacouba de Libéria. Donc, le frère cadet de Mao, quand on est arrivé, il nous a salués. Quand on était assis en bas de la patame, il nous a salués. Et il nous a dit, franchement, vous venez d'Abidjan, c'est vrai, mais s'il y a des jeunes Yacouba parmi vous, il faut qu'ils retournent. Voilà, parce que c'est les Yacouba du Libéria qui nous combattent. Voilà, donc c'est comme ça que d'autres ont préféré retourner. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il fallait qu'ils retournent? Il dit qu'il n'y avait pas de différence entre le Yacouba du Libéria et le Yacouba ivoirien. Parce que c'était un peu les mêmes paroles, les mêmes prononciations dans les mots. Voilà, donc c'était un peu mieux qu'il retourne. Voilà. Alors, vous nous avez parlé du poste de commandement du palais de justice. Vous êtes resté où physiquement alors que vous étiez là à Guiglo au début? Bon, de chez Mao, je suis allé au palais de la justice parce que c'est là-bas qu'on dormait. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes au palais de justice mis à part? Yes, Mr. Oui, monsieur le témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort et surtout vous approcher un peu du micro, vous rapprocher du micro? Merci. Alors, autre que vous et votre groupe de 9 personnes, est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes sur les lieux? Oui, il y avait d'autres personnes présentes sur le lieu. Qui étaient ces personnes? C'est des jeunes aussi, des jeunes Ivoiriens qui sont venus de la même manière que nous la neuf, on est venus d'Abidjan. Voilà. Il y en avait combien approximativement? C'était nombreux. Juste pour qu'on ait une idée, est-ce qu'il y avait plus qu'une centaine ou moins qu'une centaine? Que sont? Il y avait plus qu'une centaine. Il y avait plus qu'une centaine. Et qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous avez fait? On était là. On était là. Ouais. Combien de temps vous avez passé à cet endroit? Je crois qu'on est revenu de Guiglo en septembre. Donc mars, septembre. Ouais. Alors que vous vous trouvez à cet endroit, est-ce que vous avez rencontré M. Maoglofier? Oui. Quel motif? Qu'est-ce qu'il vous disait? Non, il ne disait rien, il venait nous voir.
tout. Afin qu'on puisse bien comprendre en quoi consistaient vos journées là-bas. Est-ce que vous vous entraîniez? Qu'est-ce que vous faisiez au juste? Bon, nos journées, on les occupait sainement. Il nous arrivait de nous balader dans la ville. Parce que on était là, on se baladait, on faisait pas grand-chose, quoi, ce que je suis. Afin qu'on puisse bien comprendre, est-ce que vous avez reçu une formation quelconque alors que vous étiez là avec M. Mao? Oui, chez Mao, on a travaillé un peu sur les armes. Alors, quand vous dites, simplement que ça soit clair, travailler sur les armes, ça veut dire quoi au juste? Bon, on a appris à les remonter, à les démonter. C'est tout. Ouais. Il s'agissait de quel genre d'armes? Oh, c'était les fusils d'assaut, les AK-47. Et je vais revenir maintenant sur M. Denis Mao-Clofier. Vous, est-ce que vous pouvez nous dire, donner de l'information sur lui, à savoir, dans un premier temps, est-ce que vous avez su, à l'époque ou par la suite, s'il était lié à un parti politique en particulier? Mao Clofier était le 3e adjoint au maire de Guiglo. À l'époque, est-ce que le 2e adjoint ou l'adjoint du maire était là ou le maire était à Guiglo? C'est Mao seul qui était resté. Le maire, le 1er, le 2e, tous ceux-là sont rentrés, je ne sais pas où, à Abidjan ou bien, c'était plus à Guiglo. Simplement, Monsieur le témoin, il va falloir que vous haussiez la voix. Parlez un peu plus fort, rapprochez, si vous voulez, le microphone, ou rapprochez-vous, et comme ça, on peut plus tous comprendre. Alors, simplement parce que là, on voit qu'il y a une partie de votre réponse qui n'est pas sur le transcrit. Vous avez dit, si je comprends bien, que le 1er adjoint, le 2e adjoint, tout cela, je ne sais pas où ils étaient. Oui, le 1er adjoint, le 2e, le maire, tous avaient quitté Guiglo, ce que je suis. Et est-ce que vous avez su, à l'époque ou par la suite, si M. Mao Clofier était lié à un parti politique en particulier? Mao était militant du FPI. Avez-vous su, à l'époque ou par la suite, s'il avait une fonction particulière au sein du FPI? D'autres informations? Non. Alors, si je comprends bien, M. Mao Clofier, qui était 3e adjoint au maire, d'après votre témoignage, c'est le seul qui reste à Guiglo de l'administration. C'est votre témoignage? De l'administration municipale. Oui, parce que c'est lui seul qui était là. Alors, vous avez précisé avant que c'était le commandant ou le leader du FLGO. Est-ce que c'est à Guiglo même? Oui. Et d'après ce que vous avez constaté étant sur place, combien de personnes formaient le FLGO à cette époque, alors que vous y trouvez? Un bon nombre de personnes. Encore une fois, je vais vous demander de simplement
nous situer, si vous êtes en mesure? Est-ce qu'on parle de moins de 500 ou plus de 500 personnes? Plus de 500. Et ces personnes, ce nombre, vous avez dit que c'était plus de 500. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de quelle ethnie ils étaient, les gens que vous avez parlé? C'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens. Ouais. Il y en avait. Il y avait des Libériens. Alors, il y avait des Libériens, on va y revenir dans quelques instants, mais les Ivoiriens qui étaient sur place, ils étaient de quelle ethnie? De toute ethnie de la Côte d'Ivoire. C'était de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Yes. Again, Président. Les interprètes me demandent vraiment que vous parliez plus fort. Vraiment, il faut présenter, il faut approcher le micro, s'il vous plaît. Approchez le micro. Je vais demander à Madame l'huissier de se rapprocher pour qu'elle approche les micros afin qu'il soit plus près du témoin pour qu'on l'entende mieux. thank you. Mr. Garcia? Et Monsieur Garcia, allez-y. Alors, vous avez parlé du nombre de personnes qui étaient au FLGO à cette époque à Guiglo. Vous avez également parlé de M. Denis Mahougue-Lefilly. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres personnes sous lui qui avaient une certaine autorité sur les personnes qui s'y trouvaient? Ces personnes, c'est au moment du désarmement que j'ai pu faire, que j'ai pu les connaître, quoi. Et quelles sont ces personnes? Il y avait le vieux Banao, puis il y avait Colombo. Et qui est Banao? Banao, c'était un responsable aussi d'un groupe d'autodéfense. Est-ce que vous vous rappelez du nom de ce groupe? Non, je ne me souviens pas. Je sais pas. Je me souviens pas trop. Et vous avez parlé également de Colombo. Même question. Oui, Colombo aussi. Je ne me souviens pas du nom de leur groupe, mais c'était des responsables du groupe d'autodéfense. Alors, vous utilisez le nom Banao et Colombo. Est-ce que vous savez leur vrai nom? Non. Alors, si on revient au FLGO, à cette époque, est-ce qu'il y avait quelqu'un en dessous de M. Mahougue-Lefilly? Une personne à laquelle vous répondiez sur une base journalière? Oui, il y avait Yao Yao Jules. Et quelle était sa fonction à lui, Yao Yao Jules? Nous, on le prenait pour l'aide du camp du général.
Can you please repeat? Le président, pourriez-vous répéter votre réponse, monsieur le témoin? Nous, on le prenait pour l'aide du camp du général. On le prenait pour l'aide du camp de Mao, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait au juste comme tâche? Quelles étaient ses fonctions? Il était avec Mao. Il était avec lui. C'est que sur ses tâches, je ne sais pas, mais il était avec Mao chaque fois. Où Mao bouge, il est là. Voilà. Donc peut-être que c'est pour ça même qu'on l'a appelé chef et l'aide de camp de Mao. Connaissez-vous d'autres personnes à l'époque qui étaient en dessous de M. Mao Glofier? Il y avait Timoko, le commissaire Timoko. Pourriez-vous appeler le nom Tiemoko, s'il vous plaît? T-I-E M-O-K-O. Vous avez bien dit commissaire Tiemoko, c'est exact? Ouais, commissaire Timoko. C'est son pseudonyme, commissaire. Non, il n'est pas commissaire. Et lui, quelle était sa fonction? Il était avec Mao. Sa fonction, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faisait dans le camp? Il était là, avec nous, de temps à autre, c'est tout. Il n'avait pas une fonction particulière, quoi. Il était là. Je suis, quelquefois, il est avec Mao, il est avec Yao Jules. Point barre. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en dessous de M. Mao Glofier? Ouais, nous, ces éléments. Nous, ces éléments, c'est tout. Alors, simplement pour qu'on comprenne bien, vous avez mentionné M. Denis Mao Glofier, et en dessous de lui, ça serait Yao Jules et le commissaire Tiemoko. C'est bien ça? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Je ne me souviens plus, franchement. C'est ceux avec qui j'étais un peu plus habitué, c'est ces deux-là dont je dis le nom là. Sinon, je ne me souviens plus. Alors, if we could please have the floor for... Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir la main afin de pouvoir passer une vidéo, s'il vous plaît? Sans son. Et je vais vous poser une question simplement pour identifier les personnes qui sont sur cette image dans quelques instants. Pour les fins du dossier, c'est le 0064 0101. C'est le numéro 31 sur notre liste des éléments de preuve. Et nous allons jouer de... Alors, pour les timestamps, ça va être de 39,56 et on va s'arrêter à 39,58. Sans son. Le transcrit, simplement pour l'information au dossier, c'est le 0086 0980 à la page 0981 13 à 15. Alors, monsieur le témoin, nous voyons déjà, est-ce que vous êtes en mesure de voir l'écran?
On est à 39 58 17 pour les fins du dossier. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes capable d'identifier les personnes qui se trouvent à ce timestamp? Je vois le général Mao Glofier et le ministre Blé Goudéchal. Merci, monsieur le témoin. If we could take away the floor from the prosecution. Maintenant, nous n'avons plus besoin de la main, dit Monsieur Garcia. Alors, simplement qu'on confirme, monsieur le témoin, alors, monsieur Mao Glofier, c'est la personne avec chapeau et des rayures. Oui. Merci. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes resté simplement avec monsieur Mao Glofier ou est-ce que vous êtes allé avec d'autres personnes pendant votre durée de temps à Guiglo? Je suis resté avec le Mao Glofier. À votre connaissance, alors que vous étiez là, est-ce qu'il y avait des gens du FDS qui étaient présents sur les lieux? Oui, on était en face d'un camp, d'un poste de commandement. Il y avait des FDS dans le camp. Est-ce que vous avez eu affaire avec ces FDS pendant que vous étiez là? Je ne comprends pas l'affaire. Est-ce que le nom du colonel Yedes vous dit quelque chose? Bien sûr. Alors, expliquez-nous qui est le colonel. Qui est colonel Yedes? Le colonel Yedes est le commandant de la zone opérationnelle de l'Ouest. Alors, pour que ce soit clair au dossier, le colonel Yedes, il appartenait à quelle section ou unité? Le colonel Yedes était un militaire. Il était de FDS. Peut-être qu'il était à l'infanterie, il était fantassin, tout ça, je ne sais pas, mais c'était un FDS. C'était un militaire. Alors, vous avez dit qu'il était le commandant de la zone opérationnelle de l'Ouest. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Quelles étaient ses fonctions de responsabilité selon votre connaissance, à votre connaissance? Ce qui veut dire qu'il commande toute la zone opérationnelle de l'Ouest. Ah, c'est ce que je sais. Ah, commandant de la zone opérationnelle. C'est ce qui commande la zone opérationnelle de l'Ouest. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelles étaient les unités ou les sections qui se trouvaient là du FDS à Guiglo? Il y avait les fantassins. Il y avait les gars du bazar, du bébé. Il y en avait d'autres aussi. Et le colonel Yedes, ses troupes ou les troupes du FDS se trouvaient où exactement à Guiglo? Le colonel était au poste de commandement de Guiglo, au camp militaire de Guiglo. Vous, est-ce que vous avez été formé ou est-ce que vous avez, à un moment donné, été formé par les gens du FDS? Bon, il y a le sergent Koulaï Roger qui nous faisait courir de temps à autre. Voilà, surtout qui nous faisait courir
voilà, qui faisait le footing d'un point à un autre et puis on revenait au palais de justice. Mais comment ça s'est passé où justement cela? Vous dites là maintenant qu'il y a le colonel, je crois que c'est, pardon, Koulaï qui vous a entraîné, mais comment ça s'est produit tout ça? Comment est-ce que dans un premier temps, si je comprends bien, vous étiez avec Mahou? Comment ça s'est passé par la suite? Monsieur le Président. Now, that was quite a complex question. C'était quand même une question assez complexe, dit le président. Maître Bougnon? Il y a beaucoup de termes qui n'ont pas été employés par le témoin qui dit qu'il nous a fait faire des footings. Et parce qu'on a parlé de formation, après on parle d'entraînement. Je ne sais pas si le témoin dit la même chose. Yeah, I'm going to simplify the question. Monsieur Garcia, je vais simplifier la question. Le président, je pense que le procureur n'a pas parlé de jogging, mais d'entraînement militaire. La question, c'était avez-vous été soumis à une instruction militaire au sein des FDS? Mr. Garcia. Président, Monsieur Garcia, c'est à vous. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le témoin, dans un premier temps, vous étiez avec Mahou Gloffier et par la suite, vous avez reçu un entraînement par la FDS. Comment ça s'est produit, ça, au juste? Monsieur le Président. Can you please rephrase? Le président, reformulez votre question, Monsieur Garcia. Oui. Courir de temps à autre. Comment ça s'est passé, au juste? Le matin, il choisissait un élément des FDS qui était devant nous. Puis on courait. On pouvait courir du poste de commandement jusqu'à la Tannerie, mais on pouvait courir du poste de commandement jusqu'au pont le pont Nzo et puis on revenait. C'est tout. Mais à ce moment-là, est-ce que vous étiez sous l'autorité de qui, au juste? On appartenait à Mao. Mais chez Mao, nous tous ne pouvions pas être là-bas. Donc voilà pourquoi on nous a envoyés au palais de justice. Parce que c'est un peu grand, donc il y a des chambres, ça pouvait nous contenir. Your Honors, I see the time. Monsieur Garcia, je vois que l'heure tourne et je vais commencer une autre série de questions. Je pense qu'il serait peut-être bon de faire la pause. Le président, oui, nous pouvons très bien faire la pause. Mais je vous rappelle que jusqu'à présent, nous sommes encore fort loin des charges. Et j'aimerais bien qu'on s'en rapproche rapidement. Donc nous prenons la pause et nous reprendrons à 11h30. La séance est levée.